bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle table ronde dans laquelle on va s'attacher à répondre à la question « Le bureau a-t-il encore un avenir ?» La société Assess First a franchi le cap en 2020. Elle a rendu ses bureaux pour passer à une organisation entièrement à distance. D'autres sociétés, de la start-up au grand groupe, se mettent aussi à se délester progressivement de leurs mètres carrés. C'est le cas notamment de PSA, mais aussi de M6, qui a rendu ses 1400 mètres carrés de bureaux loués à Neuilly-sur-Seine. Mais cette tendance au sortir de la crise sanitaire sonne-t-elle le début de la fin du bureau ? Si les employeurs y voient de sérieuses opportunités économiques, les salariés veulent-ils aussi se délaisser de ces lieux de travail ? Et est-ce que le bureau, dans sa forme actuelle, a encore un avenir ou doit-il encore être réinventé pour survivre ? Je suis Héloïse Ponce, journaliste chez Madines, et pour m'accompagner dans ce débat aujourd'hui, je suis accompagnée de Dan Gezelhardt, co-animateur de cet échange. Bonjour Dan. Il est journaliste et fondateur de Tech Trash et du studio de newsletter Courriel. Je suis aussi accompagnée de Céline Léonardi. Bonjour. Bonjour. Elle est directrice de la commercialisation de Covivio et de Wellio. Clément Alteresco, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Morning et cofondateur de Bureau à partager. Et enfin Bruno Marsloff, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et fondateur du cabinet de sociologie et de prospective Chronos. Je voulais revenir d'abord sur une citation de David Bernard, le CEO d'Assess First, qui disait que le bureau était déjà un vestige du passé. Alors, pour commencer, est-ce qu'un avenir sans bureau est envisageable selon vous, Bruno Marsloff ? Et la crise sanitaire a-t-elle durablement modifié l'organisation du travail ? Il y en a d'autres qui ont aussi rangé le bureau au rayon des vestiges. C'est le patron de Salesforce, par exemple, aux États-Unis. Et nombre d'entreprises du numérique, en effet, ont abordé assez carrément ce tournant. En tant que sociologue, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le point de vue de l'usager dans cette affaire, en l'occurrence de l'actif, du travailleur. Et on voit que l'épreuve du Covid a été une expérience assez étonnante, puisque ces travailleurs ont vécu autre chose et donc ont reconsidéré très complètement leur rapport au travail. Alors c'est le rapport bien évidemment au siège, mais c'est le rapport aussi à la hiérarchie, c'est le rapport à l'ensemble des relations du travail. Et donc la question du bureau, elle doit être analysée à cette aune-là, c'est-à-dire cette volonté d'un travail autrement, d'un travail qui respecte aussi cette nouvelle mixité qui s'est introduite au fil des années avec la banalisation, l'universalisation du numérique. Le numérique, il a fait rentrer le personnel dans le professionnel. Et donc aujourd'hui, il y a une très forte mixité et on voit bien que celui qui est derrière son écran à domicile, eh ben, il a aussi des velléités de faire des choses personnelles. Donc le bureau, dans sa configuration demain, ce ne sera certainement plus le bureau tel qu'il est aujourd'hui. En effet, un certain nombre d'entreprises ont déjà passé ce cap. Dans quoi s'inscrira-t-il ? L'hypothèse que moi je fais, c'est celui en fait d'une multiplicité d'escales que les gens pourront avoir. Il y aura bien évidemment le siège, mais il y aura un peu de domicile, maintenant qu'on connaît aussi un petit peu les limites. Et puis entre les deux, il y aura sans doute des escales diverses. On a eu une première étape ces 10 dernières années avec du coworking, et on voit que les choses sont en train de s'affiner avec des requêtes très forte de proximité, d'autres organisations, d'autres relations. En effet, et Clément Alteresco, c'est aussi ce que vous me disiez quand on préparait cette table ronde, c'est que vous aussi, ce que vous croyez dans le futur comme modèle, c'est un siège et des espaces en réseau, en étoile. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette vision que vous avez du futur ? Je pense qu'effectivement, le salarié, il a compris quelque chose, c'est qu'il a repris le pouvoir sur son espace-temps. Avant, on lui disait, tu viens bosser de 8h à 18h à cet endroit, tu mets la photo de ton chat, et c'est ton bureau, et tu étais un peu obligé, un peu comme on était à l'usine à l'époque. On disait, voilà ton poste, c'est là où tu es présent, tu es payé pour rester ici. Et maintenant, on lui dit, en fait, tu es payé, mais tu bosses de chez toi. Et ça ne lui satisfait pas, le salarié, de bosser de chez lui. Pas forcément, il y en a pour qui ça satisfait, mais
Pas tout le monde a une deuxième, une troisième ou une quatrième pièce pour s'isoler. Pas tout le monde a les enfants, la femme de ménage, j'en passe. Donc c'est pas forcément évident de bosser à la maison. Donc il va y avoir besoin effectivement de retrouver des espaces professionnels qui sont entre le siège de l'entreprise où doit vivre la culture, doit vivre l'ADN, doit vivre cette idée forte que doit véhiculer le projet d'une entreprise, et finalement des endroits où on se retrouve pour bosser entre les deux, comme le dit Bruno, et ça c'est encore à écrire. Et honnêtement, on en parlait tout à l'heure avec Bruno, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va marcher, mais on sait que ces endroits ils vont exister, ils existent déjà un petit peu, il y a des signaux faibles, et ces 10 prochaines années on va sûrement écrire une nouvelle façon de travailler de façon plus locale, sûrement dans des gares, sûrement dans des cafés, sûrement dans des endroits faits pour travailler. Et donc c'est très excitant parce que pour nous qui vivons depuis déjà 10-15 ans cette évolution, eh ben, on a plein de choses à écrire. Alors j'ai l'impression justement qu'on associe la fin du bureau, le mythe de la fin du bureau à celui de la liberté, le fait d'avoir donc des employés qui sont plus libres. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça la liberté en fait finalement physique, de devoir, liberté physique. Mais est-ce que c'est ça, c'est de devoir travailler finalement d'un peu partout? Est-ce que c'est pas plutôt une contrainte? Est-ce qu'on ne survend pas une liberté comme une contrainte pour l'employé, pour le collaborateur? Alors moi je pense que la liberté physique, elle est devenue, pour les 10 millions de salariés qui peuvent télétravailler, il ne faut pas oublier les 20 millions qui sont quand même attachés à un lieu physique, ces 10 millions-là, ils ont repris une sorte de pouvoir sur l'espace où ils peuvent travailler. Donc, même si les entreprises leur demandent de revenir, globalement, quand même la moitié du temps, ils vont pouvoir bosser d'où ils veulent. Et c'est à l'entreprise, finalement, de définir un cadre, mais c'est quand même une liberté forte qui est reprise sur l'espace physique. Et en revanche, psychologiquement, là, on est au début. Et effectivement, ce que disait Bruno sur le rapport au management, il est en pleine évolution, il est à écrire. Cette liberté physique, elle s'accompagne de changements managériaux terribles. C'est sûrement ce qu'on ne voit pas forcément bien encore et qui est en train de s'écrire. Donc, cette liberté du travail, psychologique du travail, en revanche, là, il peut y avoir des problèmes. Typiquement, quand on travaille à la maison toute la journée, on associe la maison au travail. Et ça, psychologiquement, ça peut être terrible pour beaucoup de gens. Donc là, il y a encore plein de choses à écrire. Il y a au cœur de cette question quelque chose qui est l'autonomie. Dès lors que l'individu peut travailler à distance, a priori, il devrait être dans une situation d'autonomie. Et en fait, cette situation d'autonomie, elle n'existe pas forcément, puisque on sait que le contrôle peut être au moins aussi important, sinon plus, à distance qu'il l'est en présentiel. Donc cette question d'autonomie, elle doit être intégrée à la question de la vision du travail, à la question de la vision du management. Donc en effet, ce n'est pas forcément une question de liberté. Le travailleur qui est derrière son écran et qui se sent complètement marqué par son manager, il va même pas oser sortir de son écran. Et donc en fait, le problème de la liberté, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. C'est écrivons d'abord la nouvelle relation qui doit s'installer entre les managers et les salariés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le middle management est très très déstabilisé par cette situation, parce que c'est pas simplement qu'une question du travail, c'est comment j'articule le champ du travail avec les autres activités du quotidien. On est sorti de ce modèle fordiste, très brutal, qui était collectif, récurrent, mais surtout cloisonné. Il y avait un avant du travail, il y avait un après du travail. On rentrait dans le travail, et là, on était dans l'entreprise, et rien ne se passait de connexion avec le personnel. Tout ça, c'est progressivement délité, et c'est cette nouvelle situation qu'il faut embrasser. Donc, en effet, avant de parler bureau, avant de parler liberté, regardons quelle est la nouvelle situation du travail autrement. Moi, j'aurais envie de... La liberté, elle est individuelle. Pour un individu, Dan, tu peux aller travailler où tu veux, comme tu veux, maintenant avoir plus de flexibilité. Et ça, c'est assez chouette de pouvoir dire qu'on a un temps de trajet qui est réduit. Mais il ne faut pas oublier que dans une entreprise, c'est appartenir à un collectif. Et appartenir à un collectif, tu citais Héloïse tout à l'heure, David Bernard. Et lui, il dit, pour pouvoir tenir le lien entre mes collaborateurs, ce qui est très important, c'est l'engagement, finalement. Et l'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est pas que une relation manager et salarié, il y a quelque chose d'autre qu'on ressent. Et comment est-ce qu'on développe cet engagement? Ça reste important d'avoir
un lieu pour pouvoir faire fructifier ces relations interpersonnelles finalement. Donc on a ce sentiment de liberté de choisir quand on va aller travailler ou pas et pouvoir aménager son temps perso. Mais il y a quand même ce besoin de se raccrocher à quelque chose qui fait qu'on est un peu en perte de repère si on est en permanence à son domicile. Et justement, comment on fait pour continuer de véhiculer cette culture d'entreprise, cette sociabilité entre collègues dans des lieux qui sont tiers, qui ne sont pas forcément un siège? Comment on recrée un environnement dans lequel les salariés se sentent bien et se sentent appartenir à une aventure commune et rassembleuse? Je peux citer un exemple concret. Récemment, on a installé une entreprise qui s'appelle Expertise France dans un site Wellio, donc un site de coworking de Covivio, dans les quartiers des Gobelins. Et donc c'est bien un site que nous on a conçu avec notre propre design. Mais ce qui était important, c'est qu'ils se l'approprient. Donc on a travaillé avec leurs salariés pour déjà définir ce que eux ils sont, clairement. Mais ils me demandaient, vous avez qu'à lire notre rapport annuel et vous verrez qui on est, nos chiffres, etc. J'ai dit, mais c'est ce que vous êtes, ça se définit pas par ça. Parce que je parlais de ce lien entre les. Ce qui est important, c'est, je sais pas, le vendredi, peut-être que vous avez une habitude de vous retrouver pour le café, vous avez des pratiques managériales et beaucoup de rituels finalement. Et c'est ça qui fait que. Donc on a travaillé avec eux pour identifier toute cette cartographie de ce qu'ils sont et après on la retranscrit plutôt dans les usages et les espaces pour qu'ils puissent vivre ces habitudes et voire en développer des nouvelles. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils choisissent certaines choses. Si vous êtes dans un meublé, vous ne vous sentez pas chez vous. Si vous avez pu choisir quelques objets, vous vous sentez appartenir au lieu aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'artificiel dans le fait de vouloir reproduire les rituels qu'on a assimilés en fait dans un cadre de si on a été dans un bureau pendant quelques années et on se dit en fait on va essayer de reproduire exactement les mêmes rituels dans un autre lieu? Alors, pour le coup, ils n'ont pas reproduit exactement. C'est des rituels exacts. C'était par exemple, dans leur identité forte, il y avait apporté une considération forte à tout ce qui est développement durable. Donc, donc ça fait partie d'eux. Donc, voir comment on pouvait inciter les collaborateurs à réduire leur consommation d'eau. C'était développer un jardin potager sur le toit. Ils n'avaient pas ça avant. Donc, c'est pas. Et après, des rituels qu'ils pouvaient avoir, c'était des rituels inconscients qui étaient j'aime bien apprendre ce qui s'est fait comme mission sur un pays spécifique qui s'occupe beaucoup des pays du Sud, mais ça il n'avait pas vraiment conscientisé, mais après on s'est dit tiens on pourrait l'organiser à tel endroit, donc il vous faut un espace pour pouvoir le faire, ce genre de choses. Ok. J'avais une autre question aussi sur si justement le bureau ne sera plus ce lieu où on va machinalement 5 jours sur 7, quel sera en fait finalement le rôle de cet espace? J'en ai parlé avec vous trois pour préparer cette table ronde. Clément Alteresco, vous me disiez justement qu'il y aurait davantage une fonction de créativité, de collaboration. La fonction de ce lieu qu'est le bureau ne sera plus du tout celle qu'elle était avant en fait. Ce que les entreprises, les salariés se sont rendus compte, c'est que pendant cette période où on était en distanciel, on arrivait quand même à bien bosser, on arrivait à produire, on arrivait quand même à s'organiser, mais il manquait 2-3 trucs qui étaient évidents. C'était le regard physique qu'on a avec quelqu'un quand on est dans la même pièce, et cette émergence d'idées qui naît de l'interaction physique. Quand on est dans une conférence visio à 5 ou 6, il y a moins d'étincelles, il y a beaucoup moins d'étincelles que quand on est autour d'un café ou d'une bière en train de réfléchir à nos projets entreprises. Il y a ça, il y a aussi des personnalités dans l'entreprise qui ont besoin de se nourrir du physique. Prenez typiquement des fonctions commerciales, elles peuvent faire ça à distance. En revanche, les gens qui aiment cette fonction commerciale, ils aiment parler, ils aiment discuter, ils se nourrissent des interactions physiques. Donc il faut leur donner des endroits où créer, où il y a cette dynamique qui est mise en place. Typiquement des profils développeurs, 4 jours par semaine à la maison à développer. Ils sont contents, c'est des gens qui sont en général plus introvertis, ils ont moins besoin de se nourrir de ce regard, et donc ça se passe bien. Donc il y a aussi cette idée de prendre en compte les personnalités dans l'entreprise et de créer des bureaux qui vont aussi correspondre aux différentes personnalités et aux besoins de l'entreprise. Donc voilà, au final, je pense que le bureau de demain, il va aller s'accentuer vers ces fonctionnalités qui sont celles qu'on a ressenties comme nécessaires quand on était en distance, qui sont se retrouver, créer des dynamiques, être créatif, penser à l'avenir, faire vivre l'ADN de l'entreprise. Ça, c'est vraiment le côté culturel, ce que disait Céline. Cette idée vraiment qu'on doit matérialiser dans l'espace la culture de l'entreprise et ce qui fait son cœur.
Je pense que c'est ça le bureau de demain. Un bureau qui va être aussi apprenant. C'est ce qu'on essaie de faire dans les espaces de coworking aussi. Amener plus que juste un siège, un endroit, des salles de réunion, c'est aussi amener des connaissances, des expertises, créer du lien, des rencontres. Donc voilà, un bureau finalement, on va avoir envie d'aller parce que finalement, on va avoir le choix entre rester à la maison, peut-être rester sur un espace pas loin de chez soi ou aller au bureau. Et il faut qu'aller au bureau remplisse une fonction qu'on n'a pas dans les autres endroits. Voilà. Et cette fonction, elle est sûrement plus vers ces aspects dont je viens de parler. Justement, j'ai une question par rapport aux espaces de coworking. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ces espaces-là s'évertuent en fait à nous donner des injonctions en fait de performance? C'est vrai que souvent, quand on voit dans les grands espaces de coworking, j'ai pas besoin de les citer, on va avoir des panneaux qui vont nous dire work well ou enfin il y a plein work hard, work hard, play hard, voilà. Donc pourquoi cette injonction à la performance? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et alors, est-ce que c'est pas un peu chez Morning, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas chez Morning. C'est pas du tout le cas. Je pense que chaque espace donne son ton aussi et amène une part de sa culture. Chez Morning, l'objectif c'est que les gens passent une bonne journée au travail. Il y a des gens c'est play hard, il y a d'autres c'est play cool. Mais en tout cas, chacun y trouve son compte. Je pense que ce qu'il faut, c'est que l'espace entoure les différentes cultures des entreprises qui viennent bosser chez nous. Et on a notre culture, mais elle doit être englobante, elle ne doit pas être trop directive. Donc voilà, et ça c'est vraiment chacun sa touche, quoi. Voilà, mais non, c'est pas du tout le cas chez nous. Ce qui me semble que j'avais vu, alors c'était peut-être quand vous avez lancé Morning, il n'y avait pas une phrase, c'était faites un break, venez travailler. Voilà, donc ça, okay. C'est pas très performant, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt, voilà, soyez cool, venez travailler comme vous êtes. C'est vrai, mais il y a une sorte d'injonction quand même. Alors je dis pas que c'est mal forcément, mais est-ce qu'on a besoin de ça en fait? C'est plutôt une blague, on va dire, qu'une injonction pour moi, mais voilà, pour moi, il y avait une autre phrase chez nous qui était assez amarrante, qui s'appelait c'est du taf, mais c'est du kiff. Et je pense que chez Morning, on a envie de penser que les gens doivent prendre du plaisir au travail. Alors, est-ce que c'est une injonction? En tout cas, on les incite à être bien au travail. Et c'est notre leitmotiv, c'est qu'ils passent une bonne journée au travail. Donc, c'est plutôt une bonne injonction, en tout cas positive. Mais bon, voilà. Vous voulez réagir par rapport à ça? On a fait le choix de se mettre derrière nos utilisateurs. Donc, la marque Wellio, pour le coup, elle est invisible sur le site. Vous avez rentré dans un immeuble qui est art déco, il est tout art déco, mais il n'y a pas de standardisation Wellio. Chaque site est unique et en fait, on laisse le client choisir en fait ça. On n'a pas imposé un univers de marque. C'était important pour nos grands comptes quand on les a sondés, quand on a fondé cette offre. Convivio, de dire moi j'ai pas envie de me sentir chez Wellio, j'ai envie de me sentir chez moi. Et on a vu aussi des entreprises plus petite taille qui disaient moi c'est un moment où peut-être que je sors d'incubateur où j'ai besoin de construire une culture forte et pas de me sentir écrasée par un environnement qui serait pas le mien. Mais après ça c'est notre choix. Et je crois justement que Clément, vous avez fait un autre choix parce que vous voulez quand même affirmer l'identité de Morning. On fait les deux. En fait, on a deux offres. On a les espaces qui sont partagés où là, on imprime une certaine identité et on essaye de créer une bonne mixité. On essaie d'être englobant dans notre personnalité. Et puis, il y a aussi une offre où c'est bâtiment indépendant. Et là, c'est l'identité de la boîte qui est dominante, qui est complètement dominante. On s'efface. On amène des services, mais ils sont potentiellement en marque blanche. Donc voilà, donc on a les deux offres. Moi, je crois que typiquement les plus petites boîtes, quand on est encore à 10-15 personnes, on est en train de créer sa culture, on n'est pas encore complètement formé. Et donc le fait d'être au contact d'autres cultures, ça nous nourrit. Et on le voit avec plein de petites boîtes, elles sont beaucoup plus actives dans l'écosystème des espaces qu'on a. En revanche, dès qu'on dépasse une certaine taille, l'entreprise a tendance à se replier sur sa culture personnelle, à avoir besoin de mettre sur les murs ses phrases, ses cultures, son ADN. Et donc là, on les aide, typiquement, soit chez nous, soit ailleurs, à créer ça aussi. Donc en fait, voilà, c'est un accompagnement aux différents stades des entreprises qui est aussi intéressant. Oui, il y a deux éléments dans ce que vient de dire Clément que je trouve extrêmement intéressant et sur lequel moi aussi je suis amené à travailler. C'est à la fois la question de la proximité, des différentes formes de proximité,
Et puis la question de la diversité. Je pense que dans cette ouverture des bureaux, dans ce que vous évoquez sur la créativité, etc., il y a une véritable opportunité de sortir du modèle un peu enfermé de... N'oublions pas que quand même on vient d'un modèle industriel et qu'on a gardé ce modèle industriel pour faire fonctionner quelque chose qui est quand même dominé par du serviciel. Alors que les exigences ne sont pas les mêmes. Dans le serviciel, on est beaucoup plus souple, plus fluide, etc. Et on est plus ouvert aussi. Et on peut dialoguer avec d'autres acteurs qui n'appartiennent pas nécessairement à l'entreprise, etc. Donc les conformations des bureaux, les conformations spatiales d'archipel, etc., c'est aussi autant d'opportunités pour travailler autrement, pour s'ouvrir des perspectives qui sont assez différentes. Et puis la question de la proximité, elle est absolument fondamentale. Proximité d'abord pour s'éviter des déplacements de transport. Et on sait que c'est extrêmement conséquent. Hein. Un actif de la seconde couronne de l'Île-de-France, qui quitte sa commune pour travailler, a en moyenne 2h20 de déplacements par jour. Et il est absolument impératif de réduire autant que possible ces déplacements. Et donc, la question de la proximité, elle va être extrêmement importante. Donc, proximité pour éviter des déplacements, mais aussi proximité vers d'autres acteurs, d'autres opportunités pour s'ouvrir un espace plus riche au plan professionnel. Alors Bruno Marzlov, justement, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on parlait des espaces de coworking et donc de cette culture finalement d'entreprise qui est créée ex nihilo, c'est-à-dire on se dit on a un espace finalement où on va avoir plusieurs entreprises et donc on va créer une culture. Voilà, de rien. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ça en fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que cette culture, elle devrait se créer avec les gens qui viennent travailler? Ou est-ce que c'est bien de mettre un cadre? Et voilà, comme on en parlait, de dire, de faire des blagues ou peut-être dans d'autres espaces des injonctions à travailler ou à dire que le travail c'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que sociologue? Encore une fois, on n'est pas sur un territoire qui est totalement nouveau. Avec Clément, on est rentré sur ce territoire il y a presque une dizaine d'années, puisque je ne sais pas il y a combien de temps précisément tu as monté ton entreprise, mais c'était 7-8 ans, quelque chose comme ça. 10 ans. Bon, à la même époque, moi j'ai écrit un bouquin qui tentait de décrire un petit peu ce qui était en train d'advenir. Donc c'était Sans bureau fixe. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est justement cette culture qui s'affranchissait des grands diktats de l'entreprise. Et en fait, c'était plutôt des regroupements par affinité qu'on pouvait avoir dans ces espaces de coworking. Des travailleurs se retrouvaient autour d'une thématique de santé, de sécurité, que sais-je, etc. Mais tout d'un coup, c'est une autre manière de fonctionner et c'est d'autres gens qu'on approchait. Donc en fait, cette culture du coworking qui a germé, il y avait cette dimension-là qui me semble la plus intéressante. Puis il y avait une dimension pratico-pratique, c'est des espaces qui simplement permettaient d'héberger le travail de quelqu'un qui ne voulait pas travailler chez lui ou ne pouvait pas travailler chez lui et qui n'avait pas de siège ou ne voulait pas aller au siège parce que c'est trop loin. Donc c'est ça qui est en train aujourd'hui de s'installer et je suis très impressionné en fait de voir qu'aujourd'hui il y a une demande très très forte de proximité. Je suis intervenu il y a quelques jours auprès de cadres hospitaliers qui disaient mais il faut casser ces CHU énormes, monstrueux, et refaire des hôpitaux de proximité, à la fois pour être plus proche des patients, à la fois pour que les gens qui travaillent soient plus proches du lieu du travail, mais aussi il y a quelque chose qui était assez intéressant, c'est est-ce qu'on ne peut pas aussi trouver des finalités singulières pour ces lieux, etc. Donc on voit bien que ça, c'est en mouvement. On voit bien que c'est en train de germer, quelque chose de très nouveau est en train de germer. Clément disait, on s'interroge beaucoup, et en effet, on a, nous, un recul très important, et plus on avance, plus on est en train de se poser des questions. Ça va bouger très très fortement. Il va falloir être très lucide, avoir beaucoup de discernement pour tenter de voir comment les choses vont s'organiser. Et justement, Céline, je voulais revenir vers vous sur la fonction du bureau et ce qu'on veut en faire pour le futur, pour qu'il perdure et pour qu'il s'adapte aux transitions. Vous me parliez d'en faire un lieu d'émerveillement, d'en faire des espaces mémorables. Comment est le bureau du futur idéal selon vous ?
Ce serait si je le savais exactement. Je dirais qu'en ce moment, dans une phase de transition, donc nous, le parti pris qu'on a aujourd'hui, c'est de dire il faut rester évolutif parce que c'est beaucoup d'observations et il y a plein de comportements qui vont s'acter au fur et à mesure. On apprend à travailler avec des outils digitaux, on apprend à travailler en hybride, mais on ne le sait pas encore, personne ne l'a jamais vécu. Donc on va rester plutôt en observation, mais l'objectif, c'est d'accompagner nos clients pour le faire. On a notamment un immeuble à Saint-Ouen qui s'appelle Sopop où on a prévu des capteurs, on a prévu une évolution des services au fur et à mesure avec des retours d'expérience des clients pour que tout puisse évoluer. Qu'on a conçu l'immeuble comme un musée. Le musée sera figé et puis la tendance, ça sera par le mobilier et les services. Maintenant, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que on a constaté chez Wellio, outre les bureaux, on propose des espaces de réunion et des collaboratifs, que l'activité, elle a fait quasiment x2 pour le mois de septembre. Donc on voit que le bureau espace collaboratif, ce que disait Clément, c'est très fort et ça se vit là actuellement. Après, quand je disais espace mémorable lors de la préparation, c'est que dans les études qui ont été faites au début de l'année, il y avait aussi cette envie de faire revenir déjà. Et pour faire revenir, c'est qu'est-ce que je vais trouver au bureau que je ne trouve pas chez moi ou peut-être des choses identiques. Donc dans les espaces mémorables, c'était aussi pour développer un sentiment aussi de fierté, mon bureau, mon entreprise. Donc ça va être aussi bien des rooftops, il y a beaucoup plus d'attentes, on se rapproche des codes de l'hôtellerie sur les rooftops aménagés, mais pas avec une petite table et un cendrier, je ne sais pas si je peux dire ça, mais il y a vraiment un aménagement avec un bar, avec du service, ça va être tous les espaces extérieurs, ça c'est vraiment une attente aménagée avec des fauteuils et compagnie, de plus en plus d'événementiel, donc une radio dans le site, ça va être aussi développer une identité olfactive, on se rapproche vraiment des codes de l'hôtellerie, et après beaucoup de lieux qui permettent de fédérer les personnes, et je dirais un troisième point qu'on n'a pas beaucoup abordé là, c'est que, je crois que c'est Clément qui a dit tout à l'heure, qui a parlé de la fameuse photo du chien sur le bureau pour décrire ce bureau à l'ancienne. Mais en fait, c'est l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, il est très important pour les individus. C'est comme on se définit par un abscisse ordonné, un point. Donc c'était aussi comme ça qu'on se situait dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu déstabilisées par le flex et plus avoir de bureau. Donc c'est comment aussi on va recréer dans un lieu physique un lieu d'ancrage et de savoir que je fais partie de l'entreprise. Donc il y a émerveillement, il y a fédérer, mais aussi se sentir appartenir au lieu et à l'entreprise par extension. Ça, les entreprises, souvent, elles créent des endroits par équipe. C'est-à-dire que mon équipe, elle va bosser au deuxième, aile gauche, et du coup, c'est là où on se retrouve. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est que le bureau soit créateur de confiance. Parce que l'entreprise, en fait, pour bien travailler, les gens entre eux, ils ont besoin de créer cette confiance. Et cette confiance, elle naît des interactions physiques. Moi, il n'y a rien de meilleur dans la dynamique de l'entreprise quand tous mes salariés vont se bourrer la gueule ensemble. C'est con à dire, hein, mais en fait, ça crée des liens. Ça crée des liens de confiance, ça crée des liens plus intimes. Et en fait, les gens, quand ils bossent après, ils bossent mieux. Ils s'entendent mieux, c'est plus fluide. Il y a moins de tabous, on se dit les choses et du coup il y a plus d'idées. Donc tout ça en fait dans des industries de services c'est hyper important. Donc ce bureau en fait finalement à travers plein de choses qu'on va devoir organiser, des espaces, des événements, etc. Il faut qu'il crée cette confiance dans les équipes, c'est pour créer cette dynamique. Et en fait c'est quelque chose qui est vraiment difficile à mesurer, cette dynamique d'équipe. C'est un mélange entre plein de choses. Et donc pour moi ce bureau qui fonctionne c'est celui-là, c'est celui qui va permettre aux équipes d'être les plus fortes et ça c'est à travers cette confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait, pour reprendre votre exemple de l'équipe qui va aller boire des coups, il faudrait mettre un bar dans le bureau par exemple? Je sais pas, hein, je pense pas qu'il faille aller jusque là. Mais en revanche, à l'entreprise d'organiser, ça se fait naturellement, hein, mais à l'entreprise d'organiser aussi des moments conviviaux, justement pour que ces moments d'interaction plus sympas apparaissent. Et il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est aussi un espace d'apprentissage pour les jeunes. Et il n'y a rien de plus important en termes d'apprentissage que le contact physique. C'est très difficile d'apprendre à distance. On l'a tous vécu dans nos entreprises. Le jeune qui est arrivé pendant les périodes Covid, il était quand même un peu largué, quoi. C'est au déjeuner que les signaux faibles, que les soft skills s'apprennent. Les hard skills, on les apprend à l'école, on les apprend en se formant. Toutes ces soft skills, c'est des interactions, c'est des façons d'être. Donc c'est du présent.
Et ça, les jeunes en ont encore plus besoin, entre guillemets, que les plus vieux, les plus expérimentés. Donc voilà, ce bureau-là, il doit aussi être un lieu d'apprentissage pour les jeunes. Donc c'est essentiel, en fait, de se retrouver. Et on le voit, nous, la plupart des petites boîtes, ils font pas beaucoup de télétravail. Parce que la petite boîte a besoin de se retrouver, de vivre ensemble une expérience, une aventure. Et donc, ils vont au bureau. Et les managers le sentent. Ils demandent aux gens de venir au bureau. Bon, après, il y a des exceptions. Et effectivement, quand on est plus expérimenté, c'est plus facile d'être à distance. Voilà, il y a des cas. Mais globalement, voilà, cette dynamique, elle se crée beaucoup par la présence. Et j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, Céline, par rapport à justement la photo du chien qu'on a sur le bureau. Donc la question du territoire, comment est-ce qu'on peut concrètement... Moi, j'arrive pas à voir comment est-ce qu'on peut recréer ça dans un espace, que ce soit un espace de travail flexible, où finalement on vient dans son entreprise et on n'a jamais le même bureau, ou alors dans un espace de coworking. Je n'arrive pas en fait à me dire que c'est possible de me dire que j'ai mon coin à moi en fait. Nous, dans nos espaces, 95% des entreprises, elles ont leur bureau fermé. Elles ont entre guillemets leur chambre qui va faire entre 3 et 4 à 100 personnes. Et elles recréent leur culture dans cet environnement. Et après, elles se mixent aux autres colloques dans les espaces communs. Donc elles ont cette capacité quand même de créer leur point d'ancrage et de vivre leur culture dans l'espace. Ça, c'est hyper important. Et après, ce qu'on imagine demain, et ce qu'il y a encore à écrire, et Bruno en parle très bien, c'est comment après les espaces tiers, plus locaux, plus près de chez soi, vont prendre un relais pour permettre aux salariés de moins faire de trajets et recréer une forme d'équilibre entre le chez-soi et le... Mais typiquement, Paris est un bon exemple. Quand on est jeune actif, qu'on n'a pas d'enfants, on est souvent dans le centre de Paris parce que c'est sympa, on sort, etc. Et puis plus on commence à avoir des enfants, plus on s'éloigne, plus on a l'expérience professionnelle aussi, moins on a besoin d'aller à l'entreprise. Donc il y a une forme d'équilibre qui se crée. Et voilà, donc il n'y a pas une règle en fait. Le télétravail, l'organisation, elle va se créer en fonction des métiers, en fonction des personnalités et en fonction aussi de l'expérience et sûrement d'autres choses dont on ne sait pas encore. Donc il y a une matrice assez compliquée à mettre en place. Et pour le coup, on est tous en train d'apprendre. Il n'y a pas une entreprise qui s'organise pareil. Et sur l'ajout d'une multitude de services dans les espaces bureaux, d'en faire des espaces aussi enrichis, si on prend un exemple peut-être un peu extrême, mais certaines boîtes de la Silicon Valley qui ont fait vraiment des espèces de micro-villages avec une tonne de services à disposition des salariés, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu pervers dans le fait que le but est d'essayer d'attirer au maximum et de retenir au maximum les salariés dans ces espaces-là, en annihilant justement cet aspect vie personnelle et en floutant toutes ces limites en fait? Bruno Marslev, peut-être. En discutant tout à l'heure avec Clément, on s'est retrouvé sur une idée qui est en train de germer, qui est assez intéressante et qui parle, en tout cas aux gens de la ville, éventuellement aux entreprises et aussi aux salariés. On parlait de hub et de hub en réseau. Parce que des hubs, au départ, c'est des fonctionnalités transport pour articuler le passage du vélo à la navette, au train, à la voiture, je charge du covoiturage, etc. Et il y a des réflexions aujourd'hui qui envisagent de mettre en place des dispositifs de ce type-là, des hubs en réseau, de sorte à soulager les déplacements des travailleurs. Et puis, tant qu'à faire, que ces lieux soient également multifonctionnels, offrent d'autres opportunités qui sont très dépendantes en fait des besoins des résidents autour. Et il n'y a pas de modèle unique, ce sur quoi on est en train de réfléchir, mais vraisemblablement on s'oriente vers un autre urbanisme et une autre urbanité, un urbanisme où on sort de la démarche de Le Corbusier qui avait imparti à la ville des espaces pour travailler, des espaces pour vivre, des espaces pour commercer, etc., mais qui découpait la ville. Et aujourd'hui, en fait, cette multifonctionnalité, il faut qu'on puisse la retrouver en local, et le travail fait partie de cet assortiment d'offres qui est possible. C'est pas une banalisation du travail.
c'est une forme de revalorisation du travail, c'est aussi une forme de continuité du travail, puisque ce travail, en effet, on l'a dit, il continuera à se faire au siège, mais il se fera ailleurs. Mais là, on trouve bien ces articulations entre le travail et les autres pans de la vie quotidienne. La fameuse ville du quart d'heure. Recréer localement ces fonctionnalités, éviter les gros déplacements qui sont aberrants. Et effectivement, pour répondre à ta question, ça fait longtemps que y a des campus où il y a le coiffeur, le sport, etc. Et les salariés de la Silicon Valley, je me rappelle, j'avais un coloc à l'époque, il prenait son bus, il partait à 8h du mat, il allait, voilà, il y avait des bus Google. Quand je vivais à San Francisco, tu partais le matin, tu pouvais bosser dans le bus avec le Wi-Fi. Et tu revenais le soir tard, et puis tu avais déjà dîné en fait, parce que tout était gratuit là-bas. Dans ce cas-là, autant dormir là-bas. Mais c'est presque finalement. ça, ouais. Ils sont pas allés jusque-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose d'absurde dans un sens? Bah, moi, je trouvais ça un petit peu bizarre, et je pense pas que ça soit très sain effectivement pour l'équilibre. Mais bon, je pense qu'ils en reviennent. Hein. Ils sont en train d'en revenir. Je suis pas sûr que ces grosses destinations. Voilà. Après, c'est quand même intéressant d'avoir des espaces de travail où on peut faire autre chose que travailler. Typiquement, à midi, pouvoir se faire coiffer et éviter de faire ça le week-end, ça peut être intéressant. Donc, ce bureau qui est multifonction, on fait du sport, etc. etc. Moi, j'y crois quand même pas mal. On essaie de faire ça dans nos espaces de mieux en mieux, avec des services, avec voilà, de la médecine douce, voilà, de travailler aussi sur le corps, c'est très important, on s'en rend compte de plus en plus, la posture. Voilà, tout ça, c'est des sujets qu'on travaille. En revanche, voilà, le gros campus où tout le monde va pour bosser, il n'y a pas d'ouverture, on voit que ses collègues, je pense que c'est pas l'entreprise de demain qui va s'ouvrir, à mon avis, beaucoup plus. Peut-être le mot de la fin pour Bruno Marzloff. Vous disiez à une de mes collègues qui vous interviewait que la fonction du bureau, du siège à l'avenir sera une fonction de prestige. Est-ce que, selon vous, c'est le rôle maintenant de représentation du bureau qui va importer ? Évidemment que le rôle de représentation, la dimension symbolique du siège va prendre beaucoup d'essor dès lors que c'est moins le lieu traditionnel de travail quotidien pour tous. Donc forcément, c'est un lieu qui doit parler pour l'extérieur, qui doit montrer une image pour l'extérieur. Donc oui, la fonction de représentation, elle va croître de façon extrêmement importante à la mesure de la réduction de la surface également des bureaux dans le même temps. Je vous remercie beaucoup tout le monde pour cette table ronde qui était très intéressante. Merci à Dan également. Merci. Merci à vous. On laisse la main maintenant à Dan, toujours, et à Géraldine Russell pour la prochaine table ronde. Low-tech vs 5G, pardon. Comment faire plus et mieux avec moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.